Bienvenue au webinaire du Centre de ressources et de support. Nous allons accorder quelques petites minutes aux autres le temps qu'ils puissent nous rejoindre. Merci. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dont le sujet est travailler en partenariat afin d'améliorer les pratiques de sauvegarde dans les opérations de terrain, webinaire organisé par le Centre de ressources et support. Le Centre de ressources et support est un programme financé par UKAID et dont le but est d'aider les organisations humanitaires et de développement à renforcer leurs politiques et pratiques de protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel. Mon nom est Duver Kilembe Kimok. Je suis le facilitateur de ce webinaire. Je suis actuellement le conseiller régional sauvegarde pour Oxfam en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je supervise 12 pays afin de les aider à respecter les engagements d'Oxfam en matière de sauvegarde, en particulier sur la protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel et la maltraitance des enfants. J'ai une carrière de plus de 20 ans, dont au moins 15 avec le système des Nations Unies. En ce qui concerne les domaines de la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, mon expérience étant également à la RDC, où j'ai travaillé en tant que conseiller sauvegarde pour Oxfam Grande-Bretagne. En outre, en tant que consultant, j'ai co-animé des dialogues de leadership sur la PSCA pour les managers du ACR en Afrique et en Europe. Notre webinaire d'aujourd'hui permettra de présenter les expériences et les enseignements tirés des pratiques de sauvegarde dans les grandes et petites organisations. Il permettra aux participants d'obtenir des informations sur les questions de sauvegarde. Les questions suivantes. Qu'est-ce qui fait un bon partenariat de sauvegarde dans les organisations humanitaires et de développement?
comment tirer des avantages mutuels des bonnes pratiques de sauvegarde, comment faire de la gestion et du signalement des incidents d'exploitation et abus sexuels en partenariat, où trouver des financements pour les pratiques de sauvegarde et les enquêtes pour les petits partenaires. Pour ce faire, nous avons deux panélistes qui vont nous présenter chacune une section qui permettra de bien comprendre ce sujet. Nous commencerons par Madame Tina Tinde. Tina est conseillère en prévention et réponse à l'exploitation et aux abus sexuels, PAS, à la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Genève, en Suisse. Précédemment, elle a servi dans 2 opérations de maintien de la paix des Nations unies au Cambodge et en ex-Yougoslavie. Elle a été la première conseillère en diversité à la Banque interaméricaine de développement. Elle parle 6 langues. Tina parlera de ce qui fait un bon partenariat de sauvegarde dans les organisations humanitaires de développement et de où trouver les financements pour les pratiques de sauvegarde et les enquêtes pour les petits partenaires. Notre deuxième panéliste est Madame Djalali Fataki Iraghi, avocate de profession. Djalali est actuellement la spécialiste de la redevabilité, du code de conduite et de la norme humanitaire fondamentale, également point focal PSIA au Conseil danois pour les réfugiés en République démocratique du Congo. Elle est en contact régulier avec le terrain pour la gestion des questions relatives à la redevabilité, au code de conduite et la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Elle nous parlera de comment tirer des avantages mutuels des bonnes pratiques de sauvegarde et comment faire de la gestion et du signalement des incidents d'exploitation et d'abus sexuels en partenariat. Alors, pour bien continuer, voici quelques points importants pour la réussite de ce webinaire. Vous constaterez d'abord que vous êtes toutes et tous sous mode silence, en mute, avec vos vidéos éteintes. Ceci afin de permettre une bonne qualité de la connexion sur ce webinaire. La section chat sera également bloquée, sauf pour les panélistes, et cela afin de leur permettre de répondre à toutes questions et d'offrir l'appui technique nécessaire. Aussi, nous allons vous informer que nous allons enregistrer ce webinaire pour le mettre sur le site du Centre de ressources et support. Ceci afin de permettre à celles et ceux qui n'auront pas pu nous joindre de le suivre après cette séance. Vos noms, rassurez-vous, ne vont pas apparaître sur l'enregistrement qui sera partagé. En ce qui concerne les questions et réponses, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du webinaire en utilisant la section questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Je vous invite à poser toutes vos questions dans cette section et nous essaierons d'y répondre à la fin de la présentation. Vous avez également la possibilité de voter pour les questions que vous trouverez plus pertinentes. Nous commencerons par répondre aux questions qui auront obtenu le plus de votes. Nous répondrons au maximum des questions qui ont été posées si le temps nous le permet. Donc, n'hésitez donc pas à poser vos questions ou partager vos commentaires. Alors, sans plus tarder, je vais à présent passer la parole aux deux panélistes qui vont faire leur présentation dans l'ordre qui vous a été communiqué. Je commence par Tina. Tina, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Duver pour l'introduction. Merci de m'inviter sur cette plateforme importante. Je vois qu'il y a des personnes de Niger où je viens de travailler comme chef de mission pour la fédération et j'ai beaucoup appris. Je vois aussi que World Vision est bien représenté. Je vous félicite d'avoir le championnat pour le comité permanent interagence cette année pour la sauvegarde. Félicitations. Je vous joins de Windhoek, Namibie. Je suis ici pour une semaine d'un atelier sur la sauvegarde avec 5 sociétés nationales africaines
de la région Afrique du Sud. Alors, on peut commencer avec la première page. Merci beaucoup. Voilà. Là, c'est... on a tous besoin de partenariats dans la sauvegarde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul, mais comme vous le savez très bien, c'est un thème de tabou presque. C'est un thème très, très difficile. C'est un petit peu comme être la police interne dans une organisation. Alors, je crois que c'est pour ça que ça a pris très longtemps avant qu'on a pu nous joindre dans beaucoup de partenariats. Alors, je trouve que le but commun pour un bon partenariat, c'est de vraiment se concentrer sur les droits et les besoins et le bien-être des victimes. Depuis 20 ou 30 ans, le but a souvent été de protéger l'image de l'organisation. Mais c'est vraiment la victime qui devrait être, ou les survivants qui devraient être le focus. Aussi, quand vous cherchez des partenaires, on peut évidemment, on fait bien si on lit les politiques, mais on demande aussi un peu sur la pratique. Et je suis sûre que quelques-uns de vous sont en partenariat avec UNICEF, par exemple, parce qu'ils font un grand travail. Ils financent aussi des activités. Et UNICEF ne regarde pas seulement les politiques, mais il regarde aussi la pratique. Aussi, c'est important que ce n'est pas les organisations internationales qui gèrent cet agenda. Vous, les gens sur le terrain, les gens de votre pays, vous connaissez beaucoup mieux le contexte culturel et les langues et aussi les lois de votre pays, de vos pays. Alors, c'est vraiment important que les organisations nationales et les organisations des communautés, qu'ils ont un rôle très important dans ce travail. Il faut aussi avoir beaucoup de transparence autour de ce thème, et ça, c'est très difficile parce que pour la direction de nos organisations, ça fait très, très mal. Ils m'ont dit que ça fait très mal de parler des gens dont ils avaient confiance, qui ont en fait exploité ou abusé les gens ou qu'ils s'étaient envoyés pour protéger. Mais la transparence devrait être au moins sur les politiques, les pratiques, les outils, n'est-ce pas? On peut faire la prochaine page. Alors, le thème de sauvegarde est vraiment un thème de risque. Alors, pour bien évaluer les risques sur le niveau local, il faut s'engager avec les femmes et les enfants du pays, les réfugiés et d'autres personnes marginalisées. Et c'est vous, les ONG, qui sont le mieux placés pour discuter avec ces personnes. Et là où vous avez les capacités pour discuter la violence basée sur le genre, vous devrez être vraiment là au centre pour évaluer les risques. Et aussi, c'est bien recommandé de faire les plaintes conjointes parce que les gens affectés ne devraient pas être complètement au courant qui travaille pour qui. Alors, aussi, il y a aussi un manque de ressources pour l'assistance pour les victimes. Alors, ça veut dire que le partenariat sur les plaintes et aussi pour les référer, pour référer les victimes à l'assistance, c'est très important. Aussi, c'est important de ne pas créer des structures parallèles au service des mandats des gouvernements. Je m'inquiète beaucoup sur les réseaux de PEAS, de inter-agences qui existent dans environ une quarantaine de situations humanitaires où c'est surtout les organisations de l'ONU et les organisations internationales non gouvernementales qui sont ensemble dans ces réseaux. Et ça, c'est vraiment pas bien. Il faut que les experts et les ONG du pays et des communautés sont représentés dans ces structures. Un exemple, c'est par exemple les réseaux de communication de risque. Ils ont aussi des réseaux dans les mêmes situations humanitaires où le ministère de la Santé est en fait co-directeur ou co-directrice de ce réseau. Et ça, c'est un bon exemple qu'on pourrait peut-être considérer à recommander. Alors, il faut tout bien écrire, il faut avoir un bon accord entre les partenariats qui sont très clairs. Il faut tout avoir en écrit. Aussi, il faut mettre en place une bonne
maintenant, j'ai tellement de commentaires sur mon écran que je voudrais bien… Oui, un bon système des organisations internationales parce que les organisations internationales sont financées par les impôts, les citoyens des pays et eux, ils sont là à notre service. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter de demander une réunion ou de demander aux organisations de l'ONU, par exemple, et les autres organisations de soutenir ce travail. C'est vraiment leur droit, le devoir de le faire, et c'est le droit des ONG d'avoir accès à leur partenariat et de pousser un peu pour développer. Parce que le pouvoir, comme vous le savez, le pouvoir, c'est pas donné, le pouvoir, c'est pris. Et je trouve qu'il y a trop de pouvoir maintenant dans les mains des organisations internationales et des ONG internationales dans ce thème de sauvegarde. Aussi, la sauvegarde, ce n'est pas une affaire interne. Je peux comparer un petit peu à la violence domestique qui a depuis très longtemps est regardée comme une affaire interne dans la famille, mais en fait, ce n'est pas une affaire interne, c'est une affaire des sociétés. Et aussi, l'exploitation et l'abus sexuel, c'est aussi pas une affaire interne à une organisation. Même si c'est très pénible d'avoir ces cas et de trouver des solutions et de trouver des financements, c'est vraiment une affaire pour tout le monde. OK, prochaine page, s'il vous plaît. Et où est-ce qu'on peut trouver les financements? Ça, c'est une très grande question. Je crois que vous savez mieux que moi comment vous pouvez le faire sur le niveau local. Alors, je m'excuse si ce n'est pas vraiment très pertinent ce que je veux dire, mais j'ai peut-être quelques idées parce que j'ai travaillé comme vous avez entendu, j'ai travaillé dans la Banque interaméricaine de développement et j'ai vu que ce genre d'institutions, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de projets énormes d'infrastructures, de santé, d'éducation, d'environnement. Et ils sont maintenant en train de développer leur sauvegarde parce qu'il y a aussi des scandales dans leur organisation sur ce thème. Et maintenant, ils sont en train de chercher des consultants pour aider à évaluer les risques sur le terrain. Voici maintenant, on voit la photo que j'ai prise à Niamey. On a un petit problème de connexion, je crois. Mais alors, si vous ne trouvez pas les financements sur le niveau local ou chez votre gouvernement ou chez les organisations internationales, vous pouvez aussi regarder comment offrir les évaluations de risques sur le terrain, par exemple, parce que ces évaluations sont beaucoup plus importantes et ont beaucoup plus de valeur si ils sont faits par les gens qui connaissent déjà leur pays ou cette partie de votre pays et les langues. Ça veut dire que on m'a contacté par la Banque mondiale pour demander si je peux être consultante pour aider avec le développement des projets de la Banque mondiale. Et moi, j'ai déjà un travail, alors j'ai référé aux experts, par exemple en Égypte et en Bangladesh. Mais je sais qu'entre vous, si vous voulez participer et aussi éviter que c'est toujours les expatriés qui prennent ce genre de job de consultant, vous pouvez aussi utiliser votre expertise sur la sauvegarde, sur votre communauté pour coopérer et pour aider aux grands projets d'infrastructure ou d'autres types de projets financés par la Banque africaine de développement, par exemple, la Banque asiatique. Là, je vois un rôle assez important pour les ONG, parce que vous le faites déjà, et pourquoi pas aider votre gouvernement et les gens locaux à rassurer que les opérations sont sûres pour les gens locaux. Et j'imagine qu'entre vous, il y a beaucoup déjà qui sont assez engagés. Oui, on peut continuer. Et voilà, j'ai mis un exemple d'un plan pour la République centrafricaine, ça où j'ai trouvé en ligne que, évidemment, la Banque mondiale doit faire une évaluation de sauvegarde sur le terrain quand ils font un projet. Là, je crois que c'était ça que je voulais contribuer de ce côté, parce qu'il y a des budgets qui sont vraiment bien financés par ce genre de partenaires. J'ai eu une réunion avec la directrice du pays de Niger sur sauvegarde en mois de novembre dernier, et j'ai découvert qu'elle et ses collègues étaient très, très intéressés
par les évaluations de risque. Et je trouve aussi que les évaluations de risque sont bien focusées sur la situation des gens qui sont affectés, qui sont à risque d'exploitation et abus sexuels. Et c'est comme ça on peut faire avec la connexion avec le niveau local, avec les grands opérateurs comme la Banque mondiale, qui en fait n'a pas vraiment de l'argent disponible pour les ONG, mais qui travaillent avec les gouvernements. Et les gouvernements pourraient vous demander et vous engager comme soutien dans ce niveau. Parce que vous savez, comme moi, vous savez que ce thème n'est vraiment pas sur le top de l'agenda des organisations internationales ou de finances. On a trop peu de gens, on a trop peu de connaissances, et c'est peut-être grâce à vous qu'on peut augmenter l'intérêt de sauvegarde dans toutes les activités dans votre pays. Ce n'est pas forcément les gouvernements qui vont le faire. Les gouvernements sont très dominés par les hommes en général, et il faut essayer aussi d'avoir une meilleure représentation de femmes et d'autres experts de sauvegarde pour mettre plus haut sur l'agenda ces thèmes très, très difficiles, mais très, très importants. Je vous remercie. Je suis prête pour des questions. Et aussi, on peut toujours me contacter. Je suis sur Twitter sous mon nom Tina Tinder. Merci beaucoup. Je donne la parole à Djalali. Djalali, à toi. Merci. Merci Tina et merci Duvet pour l'introduction. La sauvegarde ou l'exploitation et abus sexuels ne sont pas une affaire d'une seule organisation. Ça nécessite la collaboration de plusieurs organisations en place en renforçant les systèmes de partenariat, en renforçant les systèmes d'échange d'informations, de communication, de collaboration. Pour cela, il faut mettre des mécanismes en place, des mécanismes de signalement qui sont des canaux par lesquels les gens peuvent remonter leur avis ou des questions par rapport à nos activités, par rapport à ce que c'est que nous faisons dans une zone donnée, par rapport à nos partenariats, nos fournisseurs et nos programmes peuvent nuire aux gens. Alors, c'est important qu'il y ait en place des mécanismes de signalement, des mécanismes qui sont sûrs, efficaces, transparents, accessibles à tous et qui permettent aux gens de demander des comptes et à nous, en tant qu'organisation, de leur rendre des comptes. Suivant. Pour ces mécanismes, bien qu'ils soient en place, nécessitent au préalable qu'il y ait un système solide, un système efficace. Et ce système-là, ici du partenariat, doit permettre à tous les membres, à tous les partenaires de trouver des avantages, d'avoir de bonnes pratiques des uns et des autres pour leur permettre à la suite d'améliorer leur façon de travailler ou de prévenir ou de répondre aux exploitations, abus sexuels et autres abus. Et pour cela, il faut qu'il y ait un système de collaboration active entre partenaires, qu'il y ait un système d'échange d'informations, un système de communication qui soit bien efficace, qui permette aux gens de faire le suivi sur les sensibilisations en cours, sur la méthodologie, aussi les réponses envisagées, mais aussi qu'il y ait un système de renforcement, plutôt d'échange d'informations ou de renforcement des capacités où les gens peuvent se rencontrer, un système par exemple des réseaux. Les points focaux peuvent se rencontrer régulièrement et partager entre eux les avancées ou les gaps en termes de réponse ou de prévention pour ce qui concerne les exploitations et les abus sexuels et autres cas. Suivant. Mais également, il faut qu'il y ait des accompagnements réguliers entre ces partenaires. Identifier quels sont les gaps par rapport à tel ou tel autre partenaire, à quel niveau on peut lui apporter un soutien pour qu'on puisse évoluer sur la même longueur d'onde. Également, on doit faire en sorte qu'il y ait ces rapports de collaboration qui soient professionnels, qu'il y ait ce climat de confiance entre partenaires pour permettre à ce qu'on puisse tous évoluer ensemble et lutter efficacement contre les exploitations et abus sexuels. On doit également, pour tirer les avantages mutuels de ces partenariats-là, que chaque organisation ait cette culture-là de mettre à la disposition des autres partenaires un système de partage de connaissances. Cela va encore plus renforcer ce système de confiance. Les gens vont se sentir qu'ils peuvent partager plus en termes de statistiques, par exemple, ce qu'ils ont enregistré
et quels sont plutôt leurs apports en termes de sauvegarde dans ce système-là de partenariat. Cela va permettre à ce que chacun puisse s'améliorer à l'interne et à l'externe dans la zone, que les efforts en termes de sauvegarde soient visibles, soient perceptibles aux yeux de la communauté. Suivant. Suivant. Comment on va signaler une fois que le mécanisme est en place, ce mécanisme de signalement de sauvegarde, comment on va signaler, comment on va les gérer entre partenaires. Ce qu'il faut premièrement, c'est mettre en place une politique, en fait, une politique claire et précise qui définit quelles sont les attentes des uns et des autres. Et de par cette politique, aussi vérifier si chaque organisation possède un système à l'interne, si les organisations incluent dans leur système le code de conduite, la politique safeguarding. Et si ce n'est pas le cas, voir comment les appuyer en ce sens. Si cela est fait, il faut cartographier les mécanismes existants dans la zone en termes de sauvegarde. Ces mécanismes-là sont-ils efficaces? Est-ce que ces mécanismes répondent vraiment aux aspects socioculturels? Ça répond aux aspects sécuritaires, aux aspects d'inclusion dans la communauté. Si cela est le cas, on voit comment mettre, alors, les organisations mettent par exemple trimestriellement un système de partage de rapports à l'organisation LEAD. Ces organisations partagent les rapports en termes statistiques de signalement reçu. Si une des organisations reçoit une allégation, un signalement PCA par exemple, EAS, l'organisation devra plutôt partager les grandes informations par rapport à ce signalement à l'organisation lead ou aux partenaires. Cependant, si cette organisation n'est pas en mesure plutôt de se prendre en charge en termes où ne possède pas la technicité nécessaire pour répondre à cette allégation, là, il faudra solliciter l'appui de partenaires qui sont dans la zone, soit les réseaux, soit solliciter l'appui du CHS Alliance ou autres enquêteurs pour que cette activité soit menée en bonne et due forme. Mais si une autre organisation faisant partie du partenariat reçoit une allégation qui ne la concerne pas, cela doit être référé à l'organisation lead qui, à son tour, réfère l'allégation à l'organisation concernée. Et du coup, l'organisation lead, tous les partenariats par ricochet, continuent à avoir une vue globale sur plutôt les mesures prises par rapport à l'allégation, c'est-à-dire dès l'enregistrement, les enquêtes si cela est nécessaire, et à la fin, à la clôture, et la réponse donnée aux déclarants ou aux survivants. Et on ne va pas se limiter là et voir est-ce que l'organisation concernée est en train de mettre en pratique les mesures prises par rapport à l'allégation signalée. Suivant. En cas d'une organisation plutôt, si c'est une personne plutôt de la direction d'une organisation qui a été citée comme auteur au sujet de l'allégation d'exploitation et abus sexuels, dans ces cas, on passe directement par des parties tierces, c'est-à-dire on revoit encore si c'est le système des réseaux qui peut appuyer, ou soit le CHS Alliance, ou soit demander l'appui des autres enquêteurs externes pour plus de partialité, pour qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Ainsi, permettre à tous les partenaires d'avoir confiance et à la communauté d'avoir confiance aux mécanismes en place à travers ces systèmes de collaboration, à travers ces systèmes d'appui et à travers ces systèmes de suivi qui est efficace jusqu'à la clôture des allégations. Il n'y a pas que CHS Alliance, on peut faire recours également au RCH pour fournir les personnes qui ont une technicité nécessaire en vue de mener à bien les investigations en matière d'exploitation et abus sexuels et autres. Également, dans les systèmes de partenariat, il faudra veiller à faire, comment je peux dire, à uniformiser les outils de sensibilisation et que ces outils-là soient adaptés au contexte local. Problème des langues, problème de terminologie, parce que si cela n'est pas pris en compte, ça peut constituer un blocus pour la communauté et les gens ne pourront pas se sentir à l'aise de venir vers les mécanismes ou faire des signalements. Il faudra également faire des réunions d'évaluation pour identifier quels sont les gaps en matière de ces partenariats et sur quel aspect il faut améliorer. Et surtout, veiller dans les cas des partenariats à inclure les organisations locales
soit la police et autres qui sont sur place et qui sont directement et régulièrement en contact avec le bénéficiaire ou autre personne et qui, une fois à l'écart, peuvent être un grand défi pour la mise en place effective de la politique de sauvegarde. Suivant. Si l'organisation, le système, le partenaire ou tous décident de mener une investigation, il faudra d'abord au départ se rassurer est-ce que ces faits allégués, ces faits signalés constituent vraiment une violation au règlement d'entreprise, plutôt au code de conduite. Si est-ce que la victime ou la survivante est plutôt identifiable ou comment faire? Est-ce que les informations qui nous ont été remontées peuvent permettre à ce que on puisse décider immédiatement ou urgemment de mener une investigation? Est-ce que la sécurité de la personne, de la survivante ou du déclarant est vraiment assurée pour que nous permette de pouvoir avancer régulièrement? Est-ce qu'il y a une politique pour décourager les représailles dans l'organisation où les partenaires ils ont suffisamment compris cette politique pour qu'on puisse bien avancer dans les investigations? C'est-à-dire, dès qu'on reçoit la plainte, on la résiste, on partage les éléments avec les partenaires, les grandes informations à travers les leads. À l'interne, si la plainte concerne une organisation, l'organisation planifie une enquête. Pendant l'enquête, on réunit les preuves, on contacte toutes les parties en étant sûr que l'approche centrée sur la survivante est respectée au départ, en étant sûr qu'on a une technicité efficace, aussi on a eu l'appui de personnes qui ont cette technicité, mais aussi à la fin, on remet les rapports, on communique les résultats et on suit les questions, plutôt on suit les mesures prises lors de l'investigation en cours. Et cela va permettre qu'on puisse avoir les éléments nécessaires en termes de statistiques pour nous permettre d'évaluer est-ce que les gens se font des signalements au mécanisme, est-ce qu'il y a la réduction de cas, est-ce qu'il y a l'augmentation des signalements, parce qu'on devrait également savoir que s'il n'y a pas de signalement, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'abus. Il y a quelque chose qui ne marche pas, mais en impliquant tout le monde, tous les partenaires, que ce soit sur le plan local, national ou international dans la lutte, ou les autorités administratives, à un moment donné, ça peut permettre à ce qu'il y ait un partenariat efficace en définissant les responsabilités de tout un chacun, mais aussi en faisant comprendre aux communautés c'est quoi exactement cette safeguarding dans un contexte culturellement et sociologiquement adapté. Cela va permettre à ce que le partenariat soit plus fort et permettre en tout cas de réduire le cas éventuel d'exploitation et abus sexuels. Et voilà. Merci. C'est ce que j'avais à présenter par rapport à ces deux dernières questions. Merci Tina, merci Djalali pour vos brillantes présentations. Nous allons à présent passer à la séance de questions-réponses. Nous avons déjà reçu quelques questions. Je rappelle aux participants que pour vos questions, vous êtes priés d'utiliser la section Q&A, hein, qui est en bas, juste à côté de la section chat, qui d'ailleurs a été bloquée. Alors, nous avons quelques questions intéressantes de la part des participants. Pour commencer, je vous avais dit que nous allions prendre également tenu compte des votes, hein, pour prendre les questions qui ont été votées, qui ont peut-être beaucoup plus de votes. Il y a une première question qui est posée à vous deux, en fait, Tina et Djalali. Peut-être que je vais l'adresser à Tina, comme elle a plus parlé de financement. Qui prendrait en charge le budget des collaborations quand on veut mener des actions conjointes sur terrain? C'est-à-dire lorsque on mène des actions conjointes en ce qui concerne la PSCA, à qui revient la charge de tout ce qui est dépenses? Par exemple, lorsqu'il y a des frais d'émission qui devraient le payer. Oui, merci beaucoup Duvert, merci pour la question. Je crois que j'ai essayé de répondre. Et moi, j'ai appuyé Enter pour mettre la question, mais en fait, ça a effacé
ma réponse 2 ou 3 fois parce que c'est le réflexe de faire inter. Je suis désolée. Mais oui, mais les finances, évidemment, pour les missions sur le terrain, je veux dire que ça dépend un petit peu de la tâche de cette mission. Si la mission, c'est pour investiguer, c'est quelque chose que les organisations veulent souvent faire toutes seules. Parce qu'il y a une grande différence entre une investigation interne administrative et une investigation criminelle. Cela veut dire que, mais en même temps, il y a beaucoup de violations, d'exploitation et abus sexuels qui en fait sont des crimes. Mais c'est très difficile pour les employeurs déjà de savoir parce qu'on a très peu d'expertise dans les départements d'investigation qui ont la qualification d'investiguer la violence basée sur le genre. Alors, pour les financements, je crois que les organisations devraient trouver eux-mêmes. Mais si on parle de l'assistance, parce que des fois, je sais qu'il y a même des équipes qui ont été envoyées pour essayer de donner de l'assistance aux victimes. Je nous demande de réfléchir, de tourner un petit peu sur cette question et penser qu'est-ce qui est disponible sur le niveau local. Souvent, il n'y a pas grand-chose. Souvent, il y a des cliniques de santé qui sont mal financées, qui n'ont pas assez d'infirmières ou de médecins. Et vous savez mieux que moi que c'est la responsabilité du gouvernement, en fait, de rassurer les services de santé et aussi de justice pour leurs citoyens et aussi pour les réfugiés et de déplacés. Alors, comme j'ai mentionné, il y a des projets énormes dans beaucoup de pays en voie de développement qui sont financés par les institutions de finances internationaux. Et je voudrais dire que s'il vous plaît, parlez plus que jamais avec les autorités municipales. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour offrir l'assistance aux victimes? Et comment est-ce qu'ils peuvent avoir des conversations avec leur ministère, le gouvernement dans la capitale, sur comment avoir un beaucoup plus grand focus sur la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre que ce qu'on a maintenant. Parce que c'est là où ça manque. C'est l'assistance qui manque. Merci. OK. Merci, Tina. Merci, Tina. Je vous prierai d'être un peu plus brève parce qu'on a beaucoup de questions. Alors, la prochaine question, je vais l'adresser à Djalali. Djalali, il y a beaucoup de participants qui veulent savoir ce que vous ferez lorsque l'État n'arrive pas à apporter une réponse par rapport aux abus qui sont signalés sur terrain. Je vais peut-être ajouter en même temps une autre question qui peut s'apparenter à celle-là. À qui revient en fait sur terrain la gestion d'un cas d'abus? Il y en a qui veulent savoir, est-ce que c'est le coordinateur de projet? Est-ce que c'est les bailleurs? À qui revient la gestion du cas? Merci. Merci, Dubé. Par rapport à la première question, il y a plutôt lorsque les États ou le gouvernement n'arrivent pas à gérer efficacement le cas d'abus, il y a le système de plaidoyer qui doit être renforcé. Le système de plaidoyer doit être renforcé pour dénoncer c'est laxisme là de la part, par exemple, du gouvernement dans la gestion des cas d'abus. Mais si cela rentre dans la loi pénale d'un pays, par exemple, si le viol, les harcèlements sexuels et autres font partie de loi pénale et que à l'organisation ne se limite que pour une enquête administrative et avec le consentement de la survivante ou d'autres personnes doivent s'y référer les cas au niveau de la justice ou de la police. À ce niveau-là, les organisations ne sont plus totalement impliquées pour la prise de décision et autres. Mais ce qu'il faudra faire, c'est faire encore plus de plaidoyer, dénoncer avec des preuves à l'appui. Il y a des cas parce que cela lie au fait les organisations, ils ont les mains liées. Un peu comme si on n'arrive à rien faire. C'est un cercle vicieux, en fait.
Les organisations font leur travail, les victimes sont là, elles retournent dans la communauté, les bourreaux sont là et c'est un cycle à répétition. Mais ça sera faire plus de plaidoyer pour que la communauté ait les yeux sur cette situation. Cela peut à la longue produire plus de solutions. Deuxièmement, par rapport à la gestion de ces cas, chaque organisation a d'abord à l'interne un système en place pour la gestion d'abus. Pour certaines organisations, cela revient à la direction. Pour d'autres organisations, selon le niveau des personnes impliquées, cela revient au siège, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on a dit que dans les systèmes de partenariat, on vérifie au départ, les organisations, ils ont un système interne pour la gestion d'abus. Pour les organisations qui n'ont pas de système interne pour la gestion d'abus, peuvent référer à une organisation partenaire lead en place qui a ce système et en collaboration avec cette organisation, l'organisation qui a reçu les cas en référencement va faire la gestion et par rapport au mécanisme interne, mais avec la validation dans les SOP avec les autres partenaires. C'est un peu ça. Donc, la gestion, elle dépend du système interne de chaque organisation, soit la direction, soit les RH, soit les sièges, ainsi de suite. C'est un peu ça. Merci Djalali. Il y a une autre question pour vous, évidemment. Tina pourrait aussi pourrait toujours apporter sa contribution. Mais ici, c'est question de culture. Il y a des participants qui veulent savoir, dans certaines situations, la culture du milieu ne permet pas de bien mener la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels. Dans pareille situation, que conseillerez-vous? Merci, Duvet. Par rapport à la culture du milieu, on prend l'exemple de la République démocratique du Congo où si une culture est c'est-à-dire contraire à la loi, elle ne peut pas être appliquée. Donc, c'est la loi qui prime. Dans d'autres zones, par exemple, où on doit, je ne sais pas moi, dans les cas de VBG où on encourage, par exemple, le mariage des enfants de 12 ans, 11 ans, il y a dans d'autres zones où c'est culturellement autorisé jusqu'à présent, mais il y a le droit international humanitaire dans ces cas qui est plus appliqué. Donc, une culture qui va à l'encontre de la loi, au départ, lorsqu'on arrive dans une zone, passer le message, les sensibilisations de manière claire, de manière précise avec les membres de la communauté pour qu'ils comprennent quels sont leurs droits, leurs devoirs, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qu'ils doivent attendre de nous, qu'est-ce que nous attendons d'eux. Et c'est dans ce sens-là, si la communication, l'information est bien précise au départ, les gens ils sauront qu'une fois que la sanction elle est tombée, c'est rentrer dans les cadres de l'organisation, de politique de l'organisation. Mais il y a un problème où on peut se confronter, se retrouver face à un blocus parce qu'on est venu dans une zone, on est venu travailler et que la culture, nos politiques ne correspondent pas à ce qui est culturellement acceptable. Encore une fois, renforcer l'aspect communication, l'aspect partage d'informations, l'implication des personnes influentes dans la communauté, les leaders locaux, les leaders des jeunes, c'est un travail de préparation. Parce que si on a toutes ces structures-là influentes de la communauté impliquées dans les activités, formées, sensibilisées, au départ, on a l'acceptation de cette politique-là. C'est comme ça qu'on doit procéder. Petit à petit, les gens vont adhérer plutôt à ces politiques. Mais si on vient avec un changement brusque, montrer aux gens que ce que vous faites est mal et qu'on n'a pas requis leur implication, leur adhésion, leur participation au départ, qu'ils n'ont pas compris exactement c'est quoi, en fait, la sauvegarde et tout ça, on doit être sûr qu'ils vont rejeter nos actions et ça peut même créer un soulèvement au départ. C'est ça, je crois qu'il faut plus renforcer la communication, la sensibilisation, plus faire adhérer les leaders locaux, les structures influentes de la communauté dans le cas où la culture elle est un peu à côté de politique internationale humanitaire, si je peux dire. Merci Djalali, mais il y a une question qui va un peu dans le même sens. Elle a été posée par Igo Moulonda. Dans le cas où la communauté a plutôt accepté
de s'impliquer dans la protection contre l'exploitation des abus sexuels, que les membres de la communauté ont même mis en place ou ont contribué à la mise en place des mécanismes de signalement, mais que vous vous rendez compte qu'elles ne l'utilisent pas. Qu'est-ce que l'on peut faire en ce moment-là? Les mécanismes sont mis en place avec la contribution des membres de la communauté, mais dans le concret, ces mécanismes ne sont pas utilisés. Que faisons-nous? Ouais. Tu veux parler? Tina, Tina veut prendre? Oui, ok, oui, on peut laisser, merci. on peut laisser à Tina vraiment. Comme Merci, ça, merci beaucoup. Djalali va compléter. Oui, merci beaucoup, Djalali, pour ta réponse auparavant. Je suis complètement d'accord. Oui, mais c'est un problème pour toutes les organisations. Ce n'est pas seulement pour les ONG, mais aussi dans l'ONU et dans le mouvement de la Croix-Rouge, qu'on a très peu de signalements. Très, très peu. Et ça, c'est un problème énorme parce qu'il manque de la confiance. Alors, vous savez, le scandale d'exploitation sexuelle à Congo pendant la riposte de Ebola, c'était les journalistes qui ont eu l'information sur l'exploitation sexuelle. Et les femmes, environ 50 femmes qui avaient parlé avec les journalistes, elles ont dit qu'elles n'étaient pas au courant des mécanismes de plainte, mais même si elles les connaissaient, elles n'utiliseraient jamais un mécanisme de plainte directement lié avec l'employeur de leur exploiteur, de leur agresseur. Alors là, on a déjà un grand défi. Alors je crois qu'il faut utiliser les ressources comme les organisations de droits de femmes, des droits des enfants, des droits de personnes handicapées, par exemple, et les autres groupes marginalisés, et parler avec eux discrètement, comment est-ce qu'on peut augmenter la confiance dans la communauté, dans les mécanismes de plainte. C'est toujours les gens sur ce niveau qui vont dire. Et aussi, j'ai écrit quelque chose dans les réponses. Je crois que s'il y a de l'assistance qui est sûre, qui est accessible, aussi, on va peut-être avoir plus de plaintes. Merci. Merci, Tina. Alors, Djalali, je vais peut-être vous prendre une autre question. En y répondant, vous pourrez toujours toucher à celle-ci. Il y a une question qui concerne toujours ce travail conjoint. Alors, il y a certains participants qui veulent savoir qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes sur terrain et que malheureusement, les partenaires avec lesquels vous travaillez n'ont pas les mêmes politiques, n'ont pas le même mécanisme de plainte ou n'ont pas les mêmes pratiques en matière de sauvegarde que vous. Quelle serait votre réaction? Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Plutôt Djalali. Merci. Merci, Duvé. Dans ces cas, je crois qu'on a dit qu'il faut commencer par faire une cartographie de mécanismes existants et voir les politiques qui sont en place. Quelque part, on a dit qu'il faut uniformiser les outils pour les sensibilisations et pour autres aspects. Lorsque il y a des divergences, ça risque de créer un problème de confiance dans la communauté. Parce que les bénéficiaires ou les membres de la communauté, lorsqu'ils vous voient travailler, par exemple, ensemble, ils ne savent pas qui est qui et qui fait quoi. Et du coup, on rentre tous dans la même casquette. Ce qu'il faut faire au départ, avec le protocole d'accord, se mettre ensemble et se convenir sur un seul outil qu'on pourra vulgariser, qui reprend les aspects des uns et des autres. Parce qu'à ma connaissance, lorsqu'on parle de sauvegarde, ça peut être dans des termes différents pour des sous-questions, mais nous savons que, par exemple, pour la PCA, nous utilisons tous la circulaire des Nations Unies, nous avons la politique contre les représailles, nous avons nos codes de conduite qui interdisent ça. Donc, ce sont les mêmes éléments, parfois qui reviennent dans des terminologies un peu différentes. Donc, la première chose à faire, c'est sur base du protocole, on est tous d'accord, on harmonise les outils. Lorsqu'on harmonise les outils, et c'est dans un langage accessible et clair pour la communauté et pour nous-mêmes, pour nos points focaux. C'est la grande chose à faire. Et à travers ces outils, ça peut être plus facile pour nous d'aller vers la communauté et d'avoir les retours en un seul langage.
d'avoir le même message à faire passer à la communauté. Deuxièmement, par rapport à la communauté qui met en place le mécanisme et qui ne l'utilise pas, d'abord, il faut se poser la question comment ils ont mis en place ces mécanismes. Est-ce qu'ils ont compris ou ils l'ont mis en place parce qu'ailleurs, ils ont vu un mécanisme en place? Ça, c'est la première question. Où est-ce qu'ils ont mis ces mécanismes, si c'est par exemple de boîtes à suggestions ou d'autres? Est-ce que ce n'est pas dans un endroit où ça expose plus une certaine catégorie de personnes? Ou par exemple, dans une communauté où je suis passée, j'avais vu une boîte à suggestions où on écrivait clairement VBG. Et la boîte à suggestions, elle était vraiment affichée dans un endroit juste au bord de la route. Et du coup, il y a des gens qui m'ont dit que personne ne mettait, au fait, ils ouvraient, ils faisaient des dépouillements, il n'y avait rien. Parce que ça stigmatise déjà les personnes qui vont aller là-bas, ça les identifie dans la communauté. Et il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. C'est pourquoi bien que c'est un pas si la communauté a déjà mis un mécanisme, donc ils savent superficiellement c'est quoi un mécanisme. C'est à nous maintenant et aux partenaires, et toutes les personnes impliquées de renforcer la sensibilisation, de faire le focus group et leur expliquer plus de manière technique, de leur apporter notre appui pour qu'il y ait un mécanisme sûr, accessible, qui répond aux attentes de la communauté et qui est transparent, honnête, donc qui réunit tous ces éléments caractéristiques d'un mécanisme de sauvegarde ou un mécanisme de signalement efficace. Merci beaucoup, Djalali. Oui, je pense que cette question, elle répond, en fait, votre réponse répond à la question, une autre question posée par Jerry Patient-Accenti qui allait dans le même sens. Effectivement, et je crois que Tina a aussi souligné un autre point très important là-dessus. Il faut réellement une confiance, que la communauté qui va utiliser les mécanismes puisse avoir confiance envers l'organisation. Sinon, en tout cas, envers la superstructure qui va s'occuper de cela lorsque, comme dans certains pays, il y a par exemple de cas plutôt de réseaux qui s'occupent des mécanismes de signalement. Évidemment, il y a tous ces éléments, il faut l'accessibilité, la confidentialité que ça offre, la sécurité et tout cela. Je voudrais revenir sur un point très important pour vous signaler que compte tenu du temps, parce que notre webinaire prend fin dans d'une dizaine de minutes, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, mais rassurez-vous, toutes les questions ont été enregistrées et les panélistes vont y répondre et nous allons les envoyer également immédiatement donc dans la suite, on va vous partager les différentes réponses. Avant de passer à la question suivante, je voudrais revenir sur la question sur le budget pour ajouter un petit élément en ce qui concerne le budget. Les organisations sont invitées à travailler ensemble parce qu'il y a certains bailleurs qui de plus en plus sont ouverts aux questions safeguarding, qui sont prêts à les financer. Et donc, il est recommandé que dans le budget de projet, dès la conception, on puisse déjà intégrer les questions safeguarding et le budgétiser. Et certains bailleurs arrivent à le faire. Alors, pour ceux qui peut-être sont face à des bailleurs qui ne prennent pas en charge ces points-là, à l'interne, il y a toujours moyen de le faire. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire une formation, disons un budget sur la formation safeguarding, si vous avez déjà un budget ou une ligne budgétaire interne sur la formation de manière générale, ça peut être un sauf-conduit, en fait, pour intégrer également le safeguarding. Donc, il y a moyen d'intégrer même dans vos budgets déjà ordinaires certaines lignes qui peuvent vous permettre d'avancer. Donc, voilà, je vais prendre peut-être une toute dernière question. Que faire lorsque… non, celle-là a déjà été prise, je pense. OK. Pour un mécanisme de sauvegarde avec d'autres partenaires, quel serait le niveau de référencement ou à qui incombe la responsabilité en cas d'abus? Les participants veulent comprendre. Si vous pouvez, par exemple, dire comment faire les signalements entre les organisations si jamais cela peut exister. Djalali, elle fait très bien. Oui, Djalali. Oui, Djalali. Oui. Lorsqu'il y a partenariat pour le mécanisme de financement et qu'il y a un abus, qui prend la responsabilité?
très rapidement, vous avez juste 1 minute pour répondre à cette question-là, parce que nous allons clôturer. Merci, Duvert. La question vient de Max. Ok, merci, Max. En cas d'un abus dans les mécanismes de sauvegarde de partenariat, nous avons dit qu'on reçoit les signalements, peu importe l'organisation partenaire ou l'organisation de la structure qui reçoit les signalements. Si le signalement concerne une autre organisation faisant partie de la structure, c'est l'organisation lead sur base de MOU, c'est l'organisation lead qui va faire les référencements directement à l'organisation concernée pour gérer la question. Alors, cette organisation lead va faire les suivis parce que l'organisation concernée va lui partager, lui communiquer les informations, les grandes informations par rapport à l'allégation en retour pour faire le suivi de l'évolution, quelles sont les mesures prises, est-ce il faut des investigations jusqu'à la suite. Si l'organisation à qui l'organisation lead a référé les cas n'a pas la technicité nécessaire, elle va demander l'appui à l'organisation lead qui va voir dans son sillage quelle est l'organisation à mesure d'amener cet appui de manière efficace, soit les CHS, soit les RSH, et cette organisation aura l'appui nécessaire. Et de toutes les manières, encore une fois, ce sont les éléments, les grandes lignes qui seront partagées avec l'organisation lead. Et à la fin, l'organisation lead va continuer à faire les suivis quant aux mesures prises et plutôt un retour fait aux personnes qui ont signé l'allégation. C'est un peu ça. Et si l'abus concerne un membre de la direction d'une organisation partenaire, alors dans ces Je crois que nous avons perdu Djalali. Et donc, l'idée, c'était ici de voir si l'organisation, disons, il y a un cas d'abus qui concerne une autre organisation, comme elle a si bien dit, cela peut être pris en charge par l'organisation lead si vous êtes en partenariat. Dans certains cas, dans la mesure du possible, c'est d'abord l'organisation elle-même qui est concernée par le cas, qui doit prendre en charge, mais à travers le mécanisme qui a été mis en place. Lorsqu'on prend les cas, par exemple, des réseaux PSI, là où ça existe, même lorsque le cas tombe entre les mains du réseau, le réseau va retransmettre le cas vers l'organisation concernée. Et par contre, là où il existe il y a des problèmes peut-être en ce qui concerne les moyens, certaines organisations vont mettre ensemble les ressources et c'est le réseau qui peut prendre en charge. Par exemple, pour les petites organisations qui n'ont pas la possibilité de mettre en place les enquêteurs, l'organisation les réseaux va le faire à leur place. Alors, je vous remercie en tout cas une fois de plus pour votre participation à ce webinaire. Je remercie Tina et Djalali qui ont été nos deux panélistes pour ce webinaire. Et je remercie chacun d'entre vous d'avoir été présent ici. Et merci aussi pour toutes les questions pertinentes que vous avez posées. Comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, d'autres questions seront répondues plus tard. Pour le moment, nous allons vous partager un petit questionnaire auquel nous vous demandons de répondre très rapidement. Ce questionnaire nous permettra d'améliorer nos services et de préparer des webinaires qui pourront répondre réellement aux besoins que vous avez, qui seront vraiment d'un intérêt réel pour vous. Et pour terminer, je vous rappelle que nous allons partager l'enregistrement de ces webinaires ainsi que les présentations qui ont été faites avec toutes les ressources utiles. Et dans le chat, vous verrez qu'il y a possibilité, si vous voulez garder contact avec le centre de ressources, il y a la possibilité de souscrire au journal, la newsletter, dont le lien doit se trouver dans les chats et cela peut vous permettre de garder contact. Merci donc de répondre rapidement aux questions du pool.
Je vois que les réponses continuent à venir, donc continuez à répondre, s'il vous plaît, avant que nous puissions clôturer. Nous allons vous inviter pour notre prochain webinaire et nous espérons ainsi constituer une communauté assez quand même à travers nos webinaires. Si nous pouvons nous voir fréquemment, ça peut permettre une communauté qui peut aller au-delà de seuls webinaires, dans la mesure où nous pourrons peut-être ensemble bâtir là où nous sommes de bonnes pratiques et essayer de faire avancer la cause, la protection contre l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuel autour de nous. Notre prochain webinaire aura lieu au mois de juin. Donc, vous êtes déjà tous et toutes le bienvenu. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre participation à ce webinaire et nous vous disons à très bientôt à notre prochain webinaire. Merci et au revoir.